Bonjour tout le monde, Éric Fournier, directeur département des grains et commodités chez Bernard Breton. C'est votre capsule, c'est votre topo des marchés de cette semaine. Cette semaine, beaucoup de mouvements sur le marché à terme. Regardez le graphique ici, c'est le graphique du maïs. Là. La semaine passée, c'était des baisses en continu, mais on peut dire que cette semaine, on termine la semaine assez en force. Pas nécessairement la séance d'aujourd'hui, mais au cours de la semaine, on a récupéré tout ce qui avait été perdu au cours de la semaine dernière. On y reviendra un peu plus tard. Ce sur quoi je veux attirer votre attention aujourd'hui, c'est plutôt le bilan qui a été publié ce midi. Bien que le bilan ne nous réservait pas beaucoup de surprises, c'est un bilan plutôt tranquille. Évidemment, les chiffres importants, ça va être les superficies ensemencées. Ce rapport-là va être publié le 30 juin, donc le prochain bilan, celui de juillet, va tenir compte de ces chiffres-là, mais pour le moment, on est encore avec les chiffres d'intention d'ensemencement. Les seules valeurs qui auraient pu bouger un peu, c'est les valeurs du côté de la demande. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été le cas. C'est exactement les mêmes chiffres que le premier rapport, là, celui du mois de mai, pour ce qui est de la nouvelle récolte. Au niveau de l'ancienne récolte, on a une révision à la baisse de 50 millions de boisseaux pour le marché d'exportation. Ce qui fait en sorte que les stocks de fin de la prochaine récolte passe de 1,36 à 1,40 millions de boisseaux. Maintenant, si on regarde au niveau mondial, l'Ukraine, c'est un sujet qui est toujours d'actualité, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît. Dans son bilan du mois de mai, l'USDA avait prévu une récolte de 19,5 millions de tonnes. On est rendu à 25 dans ce rapport-là. Donc, dans les nombreux rapports que l'USDA publie, je vais aller vous montrer ça ici. C'est pas ça ici, excusez. C'est le petit rapport ici. Vous voyez les ensemencements en Ukraine. Quand même, on voit qu'il y a une réduction sur les superficies des dernières années. On tombe plutôt dans les moyennes, mais ce où je veux attirer votre attention, c'est que les semis sont présentement terminés là, en Ukraine au niveau du maïs. L'an dernier, c'était un chiffre qui tournait autour de 5,3 millions d'hectares. Ici, on parle d'hectares. Alors que là, on parle plutôt de 4,4 à 4,5 millions d'hectares. Donc, une réduction des superficies, mais les semis qui avaient à être faits sont faits. Donc, si on vient aussi, comme la dernière fois, la dernière capsule, là, on avait parlé des marchés mondiaux. Je reprends les mêmes graphiques. L'USDA met ça à jour à chaque mois. On regarde les prix pour les marchés d'exportation. Les principaux exportateurs de maïs, bien évidemment, c'est les États-Unis, le Brésil, l'Argentine et l'Ukraine. Par contre, l'Ukraine ici, depuis l'invasion russe, on n'a plus de statistiques à ce niveau-là. Le maïs américain pour le marché d'exportation est à 338$ la tonne. Celui du Brésil reste inchangé à 331$, alors que celui de l'Argentine, largement sous les deux premiers, à 307$ la tonne. Maintenant, si on vient voir plutôt sur notre petit graphique, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine de marché. J'en ai glissé un mot rapidement en début de capsule. Vous voyez, le marché a progressé de plus de 6% cette semaine. Ici, on a le graphique du contrat du mois de juillet. Donc, on termine la semaine à 7,73 $. Donc, les baisses de prix importantes qu'on avait connues la semaine passée ont été complètement effacées cette semaine. Est-ce que le bilan qu'on a eu là va permettre de redescendre ces prix-là? J'en doute un peu parce que vous avez vu comme moi qu'il n'y avait pas tant d'informations nouvelles et importantes, mais ça vaut aussi pour les hausses. Est-ce que ça va continuer à stimuler les hausses? C'est le même principe. Je pense que c'est un rapport qui était plutôt neutre. Ça va prendre plutôt un marché de météo et d'autres nouvelles là, pour faire progresser ou régresser ce marché-là. Sur le plan technique, vous voyez les indicateurs ici. Si on va voir ça. On est présentement encore en mode achat au niveau du maïs, mais on n'est pas en achat fort. On est en achat. Ça veut dire que oui, il y a un certain force au niveau des achats, mais c'est pas un marché qui est très très agressif présentement, puis qui pourrait se retourner tranquillement pas vite si la situation devait rester plutôt au neutre dans les prochaines séances. Maintenant, du côté du soya, on va commencer avec notre bilan du côté du soya. Même chose, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Bougez pas, je vais aller chercher mes chiffres. Là aussi, une petite révision au niveau des exportations. On a ajouté un 30 millions de boisseaux pour ce qui est de l'ancienne récolte. Pour la nouvelle, écoutez, c'est quasi un copie-coller sur les chiffres qui avaient été présentés au mois de mai, si bien que on a des inventaires de fin prévus qui étaient à 310 millions de boisseaux, qui sont maintenant à 280. Donc, c'est 30 millions d'exportations
d'ancienne récolte qui vient couper de 30 millions de boisseaux les chiffres de la prochaine récolte. Donc, les chiffres du 30 juin vont être importants. On va voir si le 91 millions d'acres qui avait été prévu a été réellement mis en terre ou encore plus. C'est là que ça va peut-être bouger un peu plus là, pour le rapport du mois de juillet. On va avoir des variations beaucoup plus importantes avec des chiffres qui sont, à mon avis, qui vont être plus représentatifs de ce que le contexte était au mois de mars, au moment où le sondage a été fait avec les intentions d'ensemencement. Donc, maintenant, si on va voir aussi au niveau mondial, on passe ici, vous voyez les prix au niveau mondial, pas beaucoup de variations dans le dernier mois. C'est des prix d'exportation là, pour la bine de soya. La bine américaine est à 667$ la tonne, alors que celle du Brésil est à 665$. Et on a encore l'Argentine, encore une fois, qui est sous les deux premiers à 649$. Donc, le soya américain demeure le plus dispendieux présentement là, des trois plus importants exportateurs. Au niveau du tourteau de soya, c'est un peu le même scénario. Vous voyez, le tourteau de soya américain, même s'il a baissé de 59$ au cours du dernier mois, demeure à 500$ la tonne, mais demeure largement au-dessus des deux autres, qui sont à peu près au même prix. 473$ pour l'Argentine et à 475$ pour le Brésil. Il y a un certain rattrapage qui se fait au niveau de cet accord-là, vous voyez, parce que le prix du maïs, du tourteau américain a reculé de 59, alors que les deux précédents ont reculé de 43 et de 48. Donc, la baisse a été plus marquée au niveau du tourteau américain, mais le prix demeure au-dessus de la compétition. Disons ça comme ça. Maintenant, au niveau graphique, au niveau technique, si on vient voir ici, le soya a pratiquement fracassé son record de 2012 dans la séance d'hier. Aujourd'hui, on termine sur une baisse par contre de 23 sous, mais la séance d'hier a été quasi une séance record. Là. On était à quelques sous là, du record de 2012 pour le prix du soya. Vous voyez par contre, au niveau de la semaine, on a progressé de presque 3% à 2,81%. Si on va voir nos indicateurs techniques, c'est un peu les mêmes, à peu près les mêmes niveaux que ce qu'on avait tantôt dans le maïs. On a même des oscillateurs, vous voyez le premier petit cadran oscillateur il est plutôt neutre, alors que les moyennes mobiles nous indiquent des achats forts. Quand on fait la moyenne de tout ça, on se ramasse en mode achat, mais c'est plus modéré en termes de force d'achat. Au niveau du tourteau de soya également, il a connu une semaine, la semaine dernière, des reculs de prix, un peu ce que le maïs a vécu, des reculs de prix quasiment toute la semaine, puis cette semaine, on est en train de rattraper et plus ce qu'on avait perdu au cours de la dernière semaine. On termine la semaine en hausse de 5% pour ce qui est du contrat de juillet dans le tourteau à 429,10 US évidemment la tonne courte. Donc ça a été une semaine plutôt positive pour le tourteau de soya. Si on vient voir ici les indicateurs au niveau technique, ce que ça nous donne, ben là, on a des indicateurs à peu près comme dans le soya qu'on a vu tantôt, là, dans la bine, là, qui sont à peu près identiques. Donc, ce qui fait que quand on fait un résumé de tout ça, on est encore en mode achat, mais plutôt modéré. Maintenant, le blé. Si on va voir notre bilan du côté du blé. Attendez une petite minute, j'ai mes petites notes, vous allez peut-être entendre les pages tourner, j'ai le rapport entre les mains. Au niveau du blé, pour ce qui est de l'ancienne récolte, évidemment, il n'y a rien que bouger. On reste avec exactement les mêmes chiffres. Donc, des stocks de fin prévus à 655 millions de boisseaux. Par contre, pour la prochaine récolte, on a commencé à bouger un peu au niveau des rendements. C'est sûr que les superficies, ça va attendre le rapport du 30 juin. Mais on a commencé à bouger les rendements. Avec les conditions, comme vous avez pu voir, d'une semaine à l'autre, les conditions du lundi, là, dans le rapport du lundi, on aurait pu s'attendre à un recul plutôt des prévisions de rendement, mais l'USDA a monté de 0,3 boisseaux alors que son rendement prévu. Donc, il était de 46,6 en mai, qui passe à 46,9 en juin. Donc, une augmentation qui fait en sorte que un petit différentiel au niveau des stocks de fin prévus, parce que vous avez compris que la production est un peu plus importante, mais à 0,3, ça fait pas une grosse différence, là. On passe de 619 millions de boisseaux à 627, comparativement à 655. Ça veut dire que ça signifie encore des stocks un peu plus serrés que ce qu'on avait l'an dernier. Mais vous comprenez que c'est encore très, très préliminaire comme prévision, parce qu'on n'a même pas encore les superficies officielles dans tout ça. Donc, le rapport de juillet, ça va être un rapport extrêmement important.
Là aussi, si on va voir au niveau mondial, qu'est-ce que ça nous donne en termes de prix. On va aller chercher excusez, il faut que j'aille chercher la bonne page. On va aller chercher la page 4. Voilà. Oui, il y a eu du changement un peu ici au niveau des prix. Si vous vous souvenez, la dernière fois, le blé américain était au top de la liste, c'était le plus dispendieux de la liste qu'on a ici. Maintenant, il est égal au prix canadien. Donc, le prix américain est équivalent au prix canadien à 483$ la tonne. On demeure dans les blés les plus dispendieux quand même. Donc, c'est rien de très stimulant pour les marchés d'exportation. Puis, on l'a senti dans les derniers rapports des dernières semaines. Là, le marché d'exportation américaine, en termes de blé, c'était pas très joli. Cette semaine, ça s'est redressé un peu, mais dans les 3 à 4 dernières semaines, c'était des rapports qui étaient très bas en termes de volume de vente d'anciennes récoltes. Puis on comprend avec des prix qui sont très peu compétitifs. C'est l'Argentine qui remporte la palme actuellement avec le prix le plus dispendieux à 492 et le moins dispendieux, l'Union européenne à 419. Donc, vous avez compris que le marché américain, nord-américain, je devrais dire, a probablement un peu de difficulté à se démarquer avec le marché européen qui est à seulement 419$ la tonne. Et pour ceux qui achèteraient encore du blé russe, on est à 430, là aussi c'est un prix qui est très compétitif. Et on comprend pourquoi, parce que les acheteurs, il n'en reste plus beaucoup pour le blé russe. Donc, ça va pour le bilan. Si on revient ici à nos données techniques, vous voyez, il y a eu une forte baisse la dernière semaine dans le prix du blé. Une certaine remontée des prix en début de semaine, mais là on sent que le marché a manqué de nouvelles fraîches pour continuer à progresser. Donc, on est parti un peu dans les derniers jours sur un marché de côté. Si on regarde ce que ça donne, vous voyez, pour terminer la semaine, on était à 2,96 d'augmentation de prix. Donc, c'est quand même une progression de 3% au cours de la dernière semaine. Si on vient voir nos indicateurs techniques, là, c'est un peu plus négatif. Vous voyez, le maïs, le soya, ça restait quand même en mode achat. Par contre, dans le blé, nos indicateurs nous disent qu'on est en mode vente présentement. Donc, attention, c'est sûr que c'est encore des indicateurs qui sont un peu mitigés. C'est pas en forte vente, là, mais au niveau technique, il y a un petit vent de face là, pour le blé. Donc, il faudra avoir des nouvelles importantes pour relancer ce marché-là. Maintenant, ici, si on va voir, j'ai oublié, non, si je reviens avec mon blé, excusez-moi, mon Dieu, c'est vendredi après-midi, hein, je commence à être fatigué, désolé. Je vais aller voir le blé ici au niveau mondial, oui, il y avait quelques chiffres que je voulais porter à votre attention. La récolte russe, en fait, c'est pas des révisions très importantes, là, mais la récolte russe est revue en hausse de 1 million, donc en passant de 80 à 81 millions de tonnes. Puis dans le même souffle, on exporterait 1 million de tonnes de plus, donc de 39 à 40 millions. Et la récolte indienne, par contre, est revue à la baisse de 108,5 à 106, donc 2,5 millions de tonnes de moins du côté de l'Inde. Ce qui fait en sorte qu'au net, on se retrouve avec tout le marché mondial avec une prévision de stock de fin qui passe de 267 à 266,85. Donc, pas tellement de grosses variations à ce niveau-là. Je voulais juste souligner ça, j'avais oublié de le faire. Maintenant, si on y va du côté du port. Côté du port, on a connu une semaine plutôt en dents de scie, disons ça comme ça. Il y a des journées de hausse, il y a des journées de baisse. On termine la semaine quand même sur une hausse, mais vous voyez que depuis quelques jours, la tendance était plus baissière que haussière. Le marché a un peu de difficulté à voir où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. La découpe qui reste encore en bas du 1,10 la livre depuis ce printemps qu'on joue entre 1 et 1,10 pour la découpe. On avait un prix au comptant, un prix cash comme on dit, qui avait commencé à augmenter, qui était rendu à un niveau même cette semaine, le prix au comptant a passé par-dessus la valeur de la découpe. Donc, c'est rien de très stimulant pour le marché à terme, parce qu'on sait très bien que c'est pas une situation qui peut être viable à long terme, avec un prix au comptant, c'est-à-dire que les abattoirs achètent plus cher que ce qu'ils revendent. Par contre, d'un autre côté, ça envoie peut-être un signal que oui, les abattoirs, ils sont prêts à prendre une perte là, acheter moins cher que ce qu'ils peuvent vendre, stocker, et ce que ça envoie comme signal, c'est que ça veut dire que possiblement ils s'attendent à une reprise des prix qui permettrait de récupérer là, ces pertes-là. Donc, si on stocke ces parts-là au niveau de prix aujourd'hui, c'est qu'on anticipe qu'on va le payer encore plus cher d'ici quelques semaines. Donc, on est prêt à payer quand même le prix
parce qu'on sait que ça va être moins cher que dans quelques semaines. Est-ce que ça va être ça? Je le sais pas. Par contre, ça pourrait être interprété comme ça, là, que les abattoirs ne reculent pas leur prix au comptant plus rapidement que ça, avec une découpe qui est à peu près au même niveau. Là. Puis depuis quelques semaines déjà, là, ça fait déjà plusieurs semaines là, que le prix au comptant et la découpe se flirtent, là, ils viennent proches, mais cette semaine, on a vraiment, c'est mercredi ou jeudi, là, on a passé par-dessus la valeur de la découpe. Donc, ça envoie plutôt un signal négatif. Puis les exportations de cette semaine dans le port, c'était très, très moyen. Je n'ai pas le volume en tête, là, mais c'était en bas des 20 000 tonnes là, en termes de vente. Donc, c'est pas des chiffres. Quand on descend en bas des 30 000 tonnes ou des 25 000 tonnes, c'est une semaine plutôt, disons-le, décevante en termes de vente. Donc, si les exportations ne se relèvent pas prochainement, parce que la dernière semaine, la Chine était revenue, elle a acheté des volumes, ça a permis de gonfler les chiffres de vente. Là, la Chine, cette semaine, on l'a pas vu dans les chiffres. Donc, si la Chine est disparue, ça pourrait mettre de la pression sur les prix. Donc, c'est pour ça que le marché monte, descend, on sait pas trop sur quelle patte danser. Donc, on est un peu dans le brouillard, disons ça comme ça, pour ce qui est du marché du port. Donc, ça amène beaucoup de volatilité. Maintenant, l'USDA a sorti aussi son bilan pour la production porcine américaine, évidemment. Un petit chiffre, la révision du deuxième trimestre, en fait, c'est le seul chiffre qui a changé dans ce rapport-là, c'est la production du deuxième trimestre, ça veut dire le trimestre en cours. On produirait 180 millions de livres de plus que ce qui avait été prévu dans le rapport du mois de mai. Ce qui fait en sorte que la production finale de 2022 passe de 27 milliards de livres à 27,2 milliards de livres. Donc, on le 180 millions de livres là, qui se reflètent ici. Pour les autres chiffres, en termes d'exportation, etc., il n'y a pas eu de grosse révision. En termes de prévision de prix, si vous vous souvenez, le mois passé, on avait une prévision de prix, à 71,1 sous la livre. Si c'est des prix vifs, là, c'est pas des prix carcasses. Là, on a révisé ça à la baisse légèrement à 70,6. Puis la prévision pour l'an prochain reste inchangée à 71. Donc, on s'attend encore à des prix très forts pour l'an prochain. Puis à titre de comparaison, 2021, on parle d'un prix de 67,29. Donc ça, c'est des chiffres connus, c'est la moyenne de l'année. Si vous voulez vous faire une idée un peu qu'est-ce que ça veut dire le 71, ben c'est des prix plus élevés que l'an dernier. Et on aurait des prix à peu près semblables pour l'an prochain. Donc si ces prévisions-là se réalisent, ça pourrait être intéressant. Après ça, au niveau des exportations, ouais, c'est ça, il n'y a pas eu de changement. Il y en a un petit changement au niveau des exportations de cette année, excusez. Pour 2022, une petite augmentation, un petit 40 millions de livres qui vient de s'ajouter dans le carnet de commandes, disons ça comme ça, pour le marché d'exportation. Mais en contrepartie, on va importer un 30 millions de livres de plus, donc ça reste à peu près neutre comme info. Puis au niveau de la consommation par capita, ben c'est des chiffres qui restent semblables d'une année sur l'autre. Hein. 2021, 51,1. 2022, c'est exactement le même chiffre, 51,1. Puis on prévoit une légère augmentation pour l'an prochain à 51,7 livres par habitant. Là où je veux attirer votre attention, puis c'est un chiffre que j'avais regardé rapidement, mais que je me suis rendu compte, parce que quand j'ai regardé la production prévue totale de viande aux États-Unis, c'était à la baisse, puis avec un bon chiffre, là, dans le port, c'est plutôt neutre comme décroissance, mais c'est vraiment la production de bœuf. 2021, juste pour vous donner des chiffres rapidement, là, la production de bœuf, on parle de 28 milliards de livres en 2021. Qui serait à 27,9. Donc vous allez me dire, ça bouge pas beaucoup en 2022, mais c'est en 2023 où le blesse, on parle de 26 milliards. Donc ce serait un recul de 2 milliards de livres juste pour la production de bœuf aux États-Unis. Qu'est-ce que ça implique? Bien évidemment, ça implique des prix qui vont être plus élevés dans le bœuf. Et par la bande, ben, j'imagine que ça pourrait aider le prix du porc aussi. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça fait moins de viande de bœuf de disponible. Des prix plus élevés, donc le porc pourra en profiter en termes de prix pour l'an prochain. Donc, c'est un des facteurs importants, je pense, qui fait que l'USDA garde sa prévision de prix élevée. Si on y va au niveau graphique, ben vous voyez, on fait un peu de surplace. Là. Regardez la dernière partie du graphique, là, ça bouge pas tant, mais on termine la semaine quand même avec un recul de 2,18%. Si on vient ici du côté des indicateurs techniques, ben vous voyez que au niveau des moyennes mobiles, on a un fort signal d'achat, c'est-à-dire c'est très, 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 très positif. Par contre, au niveau des oscillateurs, c'est neutre, ce qui fait qu'en moyenne, on se retrouve
en mode achat, mais en achat modéré. Donc les indicateurs techniques sont pas tous alignés à la même place, là. C'est assez partagé, donc on peut pas dire qu'il y a un signal fort d'achat présentement dans le port, et non plus de vente, parce que la majorité sont en mode présentement achat. Rapidement, en terminant, dollar canadien, une image vaut 1000 mots, hein, quand on regarde le graphique ici, la semaine passée, on a flirté avec, même en début de semaine, on a flirté avec les 80 sous US pour le dollar canadien, et boum, en 2 jours, la pyramide s'est défait assez rapidement, hein. On est revenu dans les 78, on termine la semaine à 78 écarts, et c'est un recul de 1,5 en 2 jours. Vous voyez aujourd'hui, hein, quasiment 0,6 de recul juste dans la séance d'aujourd'hui. C'est un recul de 1,37 au cours de la dernière semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez dire pourquoi ça a reculé comme ça? Ben, si vous regardez un peu les marchés boursiers, hein, les marchés boursiers ont reculé, surtout aujourd'hui. Il y a des reculs, j'ai pas vu les chiffres finaux, mais en cours de séance, le SP500 reculait de plus que 2%, donc c'est toujours négatif pour le dollar canadien, parce que ça crée une demande pour le dollar américain. Un autre élément à mettre dans la balance, la Banque du Canada. Hein. La Banque du Canada, on commence à s'inquiéter de l'endettement des Canadiens. Il me semble que c'est pas une surprise. On savait qu'on était surendetté. Mais là, la Banque du Canada s'inquiète du surendettement. Donc, qu'est-ce que ça vient nous dire? Vous savez que la Banque du Canada a déjà fait une hausse de taux d'intérêt de 1% depuis le début de l'année. C'est à craindre pour l'endettement des Canadiens. Ça veut dire qu'elle pourra peut-être modérer dans les prochains mois ces hausses de taux d'intérêt prévues, même si l'inflation reste forte. Il va y avoir un choix à faire entre l'inflation ou la difficulté de rencontrer les obligations financières des consommateurs. Donc, les hausses de taux pourraient causer plus de maux de tête. Donc, le marché interprétait ça en disant, ben oui, il va peut-être avoir des hausses de taux, mais finalement, ils vont être moins fortes parce qu'on ne veut pas créer de problème au niveau de l'endettement des ménages. Donc, si on a moins de hausses de taux, des hausses de taux moins rapides, mettons qu'aux États-Unis, par exemple, c'est sûr que ça dévalue notre devise. Donc, je pense que c'était la grosse nouvelle, ben, le gros facteur dans les 2 derniers jours qui ont fait en sorte que le dollar canadien a reculé autant. Donc, l'endettement des ménages canadiens qui pourrait causer des problèmes à l'économie, évidemment. Donc, il y a l'inflation, oui, d'un côté, il faut contrôler, mais si les ménages sont plus capables de rencontrer leurs obligations, ça va créer d'autres problèmes. Donc, la Banque du Canada doit jongler avec ça, mais la façon de jongler avec ça, c'est possiblement d'y aller avec des hausses peut-être plus modérées de taux d'intérêt, qui fait en sorte que notre dollar pourrait notre dollar, ben, perd un peu de valeur là-dessus, parce que si les taux américains montent plus rapidement que les nôtres, ben, c'est sûr que le dollar canadien va perdre de la valeur assez rapidement. Donc, ça terminerait pour cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des sujets qui n'ont jamais été couverts ou qui ne sont pas couverts comme vous le voulez. Vous pouvez me communiquer avec moi au efournier@bernardbreton.com. Vous pouvez simplement me lâcher un petit coup de fil au 418-475-6641, le poste 147. Ça me fera plaisir de jaser avec vous. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Merci. Bonjour.